Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Augmenter le nombre d'heures de maths et de français à l'école, passer un examen d'entrée en 6e ou encore créer 10 000 postes d'enseignants. Ce sont les grandes lignes du programme de l'éducation proposé par Valérie Pécresse. On le décrypte ensemble avec son référent éducation, le sénateur Max Brisson, qui sera avec nous dans un instant. Et puis, vous le savez, Scoop TV se mobilise à l'occasion de la semaine de la presse. Dans le grand JT, on reçoit le reporter de BFM TV, Anthony Lebos. Il revient tout juste d'Ukraine. Il nous racontera tout. Et nous verrons justement comment les écoles françaises s'organisent en Ukraine pour continuer à exister. Mais tout de suite, avec Mickaël Dorian, eh bien, on va voir l'actu en bref. Bonjour Mickaël, alors ça sent le rétro-pédalage à l'éducation nationale avec le retour des maths qui semble quasiment acté pour tous les élèves. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Oui, un rapport d'experts sur l'enseignement des mathématiques au lycée a été rendu ce lundi à Jean-Michel Blanquer et il est sans appel. Il préconise de réintroduire 1h30 de maths par semaine dans le tronc commun de la classe de première, un changement qui sera effectif dès la rentrée prochaine si Emmanuel Macron est réélu, ce qui laisse peu de temps aux enseignants pour s'organiser. Mélanie Guenet est vice-présidente de la Société mathématique de France. Elle était interrogée sur Europe 1. On ne voit pas très bien comment, en si peu de temps, on peut à la fois réunir des gens pour créer un programme correspondant à 1h30 de mathématiques. Ça paraît un peu déraisonnable. C'est quand même un affichage qui semble essentiellement correspondre à un calendrier politique. Ce lundi, Yannick Jadot a donné une conférence de presse pour présenter son projet sur l'éducation. Il n'est pas fils d'instituteur pour rien, Yannick Jadot. L'école est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Une école qui prend soin des élèves, des éducateurs et des éducatrices. C'est son objectif. Et pour y arriver, il promet le recrutement de 65 000 enseignants pour réduire le nombre d'élèves par classe. Il souhaite aussi recruter 2000 médecins scolaires et renforcer le statut et le salaire des AESH. Et pour ce qui est de réduire les vacances scolaires, il rassure les syndicats pour qui le message n'était pas très bien passé la semaine dernière. Cela ne se traduira pas par une augmentation de la charge de travail des enseignants. Yannick Jadot qui s'en prend également au président de la République. Et c'était ce mardi sur France Inter, le candidat écologiste à l'élection présidentielle a reproché à Emmanuel Macron de faire preuve de mépris vis-à-vis des enseignants et de maltraiter l'école. On l'écoute. Ce qui est terrible, c'est que je n'ai pas entendu le président de la République remercier l'ensemble de la communauté éducative sur ce qu'ils avaient vécu ces dernières années. On sait que ça fait des années. Macron a maltraité l'école. Pendant toute la période de Covid, notamment, qui se poursuit, les enseignants et tous les personnels ont été héroïques. Il n'a pas eu un mot pour les remercier. Ce qu'il leur dit, c'est que s'ils veulent gagner un peu plus, il va falloir travailler un peu plus. Il n'est pas question d'augmenter la charge de travail des enseignants. Ils sont déjà à 42 semaines. Ils sont déjà à 42 heures par semaine. La question, c'est encore une fois, de réparer l'école. Et une fois que nous aurons réparé l'école, nous pourrons ouvrir ce débat sur les méthodes et que ce ne soit pas simplement des savoirs fondamentaux, mais aussi des savoir-faire. Dans le Finistère, une école Bugeaud change de nom. Le conseil municipal de Brest a validé jeudi dernier la décision de rebaptiser l'école Bugeaud. Générale controversée de la conquête de l'Algérie, l'école maternelle du quartier Saint-Martin portera donc bientôt le nom d'Alice Abarnou, une résistante brestoise de la Seconde Guerre mondiale. Sa fille André Abarnou, 86 ans, a fait part de sa reconnaissance. Je suis sûre qu'elle serait très fière de voir son nom sur l'école qui se trouvait juste en face de chez nous, a-t-elle confié à Ouest France. Et puis à Rouen, la préfecture de Seine-Maritime a pris la décision de fermer une école privée hors contrat. Une école élémentaire ouverte en 2014 qui n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer des apprentissages suffisamment rigoureux et sérieux à ses élèves. C'est en tous les cas ce qu'a constaté l'Académie de Normandie. L'établissement avait été contrôlé à 3 reprises en février 2021, septembre 2021 et janvier 2022. Merci Mickaël. Merci Virginie. Comment Valérie Pécresse voit-elle l'avenir de l'école en France? On pose la question au référent éducation de la candidate à l'élection présidentielle. Il est notre invité tout de suite. Bonjour Max Brisson, je voudrais dire bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes sénateur Les Républicains et référent éducation de Valérie Pécresse, candidate
à l'élection présidentielle. Évidemment, c'est dans quelques semaines, donc on va décrypter ensemble, puisque nous sommes sur School TV, qui est une chaîne entièrement consacrée à l'éducation. On va décrypter ensemble le programme de votre candidate, Valérie Pécresse. Elle dit vouloir engager un sursaut national pour l'école. Est-ce indispensable selon vous aujourd'hui et pourquoi ? Oui, parce que notre école va mal et que c'est fondamental pour notre pays de retrouver une école qui aille mieux. Si on pose une question très simple, est-ce que notre école va mieux qu'en 2017 ? La réponse est malheureusement non. Non quant aux résultats dans les classements internationaux, non sur le développement du décrochage, qui est un des cancers de notre société, non sur l'autonomie des établissements, c'est-à-dire la liberté des professeurs, non sur l'image que les professeurs ont dans la société et l'image qu'ils ont même d'eux-mêmes et du regard que leur porte la société. Je crois qu'en matière de politique éducative, ce quinquennat n'a pas été celui de la rupture. Et donc le pays a besoin d'une très nette rupture sur les questions d'éducation, de repenser son école, de repenser la place des professeurs dans la société. Et donc Valérie Pécresse a très tôt dans le débat, malheureusement escamoté par l'actualité, puis par le désir du président sortant et candidat de ne pas débattre. Pourtant, Valérie Pécresse, très tôt, a parlé de la nécessité de refaire de la France une nation éducative. Alors, on va en parler de tout ça, justement. Parce que déjà, vous parlez de 2017. Est-ce que l'école allait bien en 2000 ou en 1980 ? Je pense qu'en 1980, l'école se portait mieux. En 2017... Vraiment ? Il y avait plus d'enfants qui savaient lire et écrire. En tous les cas, les résultats... Ah oui, bien entendu, les résultats, le déclassement et toutes les statistiques, y compris celles qui proviennent du ministère de l'Éducation nationale lui-même, montrent que pour toutes les tranches d'élèves, y compris les meilleurs, par exemple en mathématiques, le décile le plus performant, oui. Bien, les classements internationaux montrent un déclassement de l'école française. Je pense qu'il y a eu un véritable décrochage, là aussi, de notre école. Alors, je n'ai pas, et Valérie Pécresse encore moins, la nostalgie d'une école idéalisée qui n'aurait jamais existé. Elle laisse à d'autres candidats le rêve du retour de l'uniforme à l'école et des surveillants généraux. Il s'agit bien d'être dans l'école du XXIe siècle. Lorsqu'elle parle de transmission des savoirs fondamentaux, Valérie Pécresse y rajoute le codage comme un savoir fondamental. C'est bien dans l'école dans son siècle. J'étais à Poitiers récemment pour parler d'éducation populaire et des rapports aux rencontres nationales de l'éducation populaire et pour parler de rapports entre l'école et l'éducation populaire. Et je disais bien entendu qu'il s'agit d'une école ouverte, d'une école dans la société, dans cette société de la diversité, dont parlait d'ailleurs très bien hier sur une chaîne concurrente Valérie Pécresse. Donc il s'agit bien clairement d'être dans une école du XXIe siècle, mais une école qui rompe avec un certain nombre d'erreurs qui ont pu être commises, d'un pédagogisme ambiant qui certainement, et je vous parle en tant qu'ancien inspecteur général d'éducation nationale, a certainement réduit la part de la transmission des savoirs. Il faut la rétablir. Mais vous avez été, il me semble, professeur d'histoire, non, il y a quelques années. Oui, tout à fait. Vous avez été effectivement au sein de l'Éducation nationale, à l'inspection. Donc vous connaissez très très bien ce milieu-là. Vous connaissez à la fois, vous êtes papa. Oui. Vous êtes donc à la fois père, à la fois citoyen, à la fois professeur, inspecteur. Donc vous connaissez par cœur ce monde-là. Comment se fait-il qu'on ait pu... on soit arrivé à ce fameux décrochage dont vous parlez et dont tout le monde parle aujourd'hui. Comment c'est possible que ne pas savoir lire, ne pas savoir compter, ou en tout cas faire partie, la France fait partie des plus mauvais pratiquement en mathématiques effectivement en Europe. Comment est-ce possible d'en arriver là ? Bien, on a réduit le nombre d'heures d'enseignement. On a chargé la barque de l'école de beaucoup d'éducation à. On a multiplié les injonctions. Finalement, à chaque fois qu'une question de société se pose, à chaque fois qu'un problème traverse la société, on dit c'est à l'école A, et ça devient une éducation A. Et d'ailleurs aussi, on y rajoute, et les professeurs doivent être formés A. Mais on ne donne pas les moyens pour ? Et à force de multiplier, mais tout simplement dans un temps scolaire qui n'est pas extensible et qui s'est même réduit, à chaque fois qu'on fait autre chose à l'école primaire que la transmission des savoirs fondamentaux,
eh bien, c'est du temps en moins pour lire, écrire, compter, pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Voilà, c'est tout simplement qu'on passe beaucoup moins de temps à travailler sur les savoirs fondamentaux et que l'on a multiplié les injonctions, sans parler que c'est ajouté une certaine prétention. Vous parlez du président Emmanuel Macron ? Non, je ne fais pas de politique politicienne à ce stade-là. Dans l'échange avec vous, je parle de l'école. Le bilan du président Macron en la matière n'est pas meilleur que de ses prédécesseurs. Il est pire. Alors que... Oh, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'école se porte moins bien en 2022 qu'en 2017. On pourra revenir sur le bilan du candidat Macron, du président Macron et du ministre Blanquer, parce qu'ils avaient annoncé des ruptures. Elles n'ont pas eu lieu. Et s'est interrogé pourquoi ces ruptures n'ont pas eu lieu. La transmission des savoirs, c'était le retour à la transmission des savoirs. C'était une promesse du candidat Macron, c'était l'alpha et l'oméga du discours du ministre Blanquer. Oui. Le résultat est plus que mitigé si on veut être sympathique dans la notation du ministre. Plus que mitigé, par exemple le dédoublement des classes en REP et REP+, la DEPP, la direction de la prospective du ministère, parle de résultats un peu prévisibles au CP, déjà absents du cours élémentaire, et utilise l'adjectif de résultat mitigé. Donc cela prouve, et on pourra en rechercher les causes dans un instant, cela prouve que cette orientation sur la transmission des savoirs, cet effort sur l'école maternelle et primaire, qui était l'alpha et l'oméga du discours du ministre, a échoué. Autre exemple, le candidat Macron parlait d'autonomie des établissements. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. 2% des décisions des établissements publics locaux d'enseignement, c'est-à-dire en bon français des collèges, des lycées, 2% des décisions concernant la pédagogie sont prises en autonomie. Ce qui veut dire que 98% des décisions concernant la pédagogie est prise par le haut, à travers des circulaires, des directives, des vade-mecum. Et même on a inventé aujourd'hui les réponses aux foires aux questions. Et toute réponse dans les foires aux questions qui se multiplient, c'est une directive. Donc il n'y a plus aucune liberté, plus aucune marge de manœuvre. Vous parlez, pardon, je vous coupe, mais je veux rebondir sur ce que vous dites. Monsieur le sénateur, c'est vrai que vous parlez du programme d'Emmanuel Macron, donc de ce qu'a fait le ministre Blanquer pendant 5 ans, et donc le programme proposé pour les 5 années éventuelles pour le président Macron. Son programme a été présenté pour l'école jeudi dernier. Vous avez réagi en disant que Emmanuel Macron était le roi du copier-coller. Par rapport au programme que propose Valérie Pécresse, notamment en matière d'éducation. Est-ce que ce n'est pas risqué d'avouer que vos programmes finalement se ressemblent ? Je n'ai pas dit tout à fait cela. Dites-moi. J'ai dit qu'il y avait du mauvais plagiat sur ce que disait Valérie Pécresse. Et puis surtout, Valérie Pécresse l'a dit avant. Excusez-moi, mais quand on ne fait pas du copier-coller, a posteriori, on le fait sur un document avant. Excusez-moi, mais le discours sur l'école de Valérie Pécresse, il date du mois de février au Puy-en-Velay. Transmission des savoirs, autonomie, liberté pour les équipes pédagogiques. Et après, avec beaucoup de points qui ne sont pas de détails, qui sont très différents, on va en dire 2 mots. Mais surtout, le copier-coller d'Emmanuel Macron, c'est avec le candidat de 2017. C'est-à-dire qu'il dit la même chose qu'en 2017 sur l'école. S'il l'avait fait, il n'aurait plus besoin de le dire. Si l'autonomie des établissements, promesse de 2017, était une réalité en 2022, il n'aurait plus besoin de le dire. Si la transmission des savoirs, promesse de 2017, était une réalité en 2022, il n'aurait pas besoin de le dire. Si le redressement de l'enseignement des mathématiques était une réalité, promesse de 2017 en 2022, il n'aurait pas besoin de le dire. Donc, excusez-moi, c'est un copier-coller donc vous le dites. des promesses du candidat Macron en 2017. Et j'avoue ma surprise que la presse n'ait pas relevé avec plus de force. En matière d'éducation, le candidat Macron est fidèle à lui-même. Il dit la même chose en 2022 et en 2017. Preuve très claire, très nette. Au moins, il a une ligne. Preuve de l'échec de sa politique depuis 5 ans, puisque si ces objectifs-là avaient été atteints, il n'aurait pas besoin de les redire. Et surtout des aveux du ministre Blanquer, puisque quand le président Macron dit qu'il faut faire de la transmission des savoirs une priorité, c'est un cinglant échec du ministre Blanquer et de ce qui s'est passé depuis 5 ans. Donc oui, il y a copier-coller. Les promesses de 2017 valent toujours en 2022, sauf qu'entre-temps, le président Macron ne peut pas mettre l'éducation à l'actif de son bilan.
ça ne doit pas le gêner puisqu'il ne veut surtout pas que l'on parle de son bilan sur l'éducation comme sur d'autres sujets. Et alors justement, les annonces du président candidat ou du candidat président, je ne sais pas comment dit-on, Emmanuel Macron, pour l'école n'ont pas été très bien accueillies par les syndicats de professeurs. Je le répète, pour ceux qui ne le savent pas, monsieur le sénateur, vous avez été aussi professeur. Peut-être que ça vous a aussi touché, vous, dans votre chair et dans ce que vous avez vécu à l'époque en tant qu'enseignant. Rien de neuf, selon certains, qui diront grand manque de considération pour d'autres. Si le programme du président candidat est le même que le vôtre, comment comptez-vous, justement, vous, de votre côté, au sein de votre groupe LR, parler au personnel de l'éducation nationale? Le programme de Valérie Pécresse n'est pas le programme d'Emmanuel Macron. Je sais que dans la Macronie, on veut s'amuser à ce jeu politicien, pour ne pas dire politicard. Je vais prendre 2-3 exemples, puis on parlera des professeurs. Nous parlons de liberté pour les équipes pédagogiques. Macron parle d'autonomie pour les chefs d'établissement. Oui. D'un côté, il veut caporaliser, parce qu'il n'a aucune confiance des professeurs, qui d'ailleurs lui rendent bien. Et si ce quinquennat avait été le quinquennat de la confiance entre le ministre et ses professeurs, aujourd'hui ça se saurait. C'est au contraire le quinquennat de la défiance. Donc nous parlons de liberté pour les équipes pédagogiques. Nous disons qu'il faut laisser finalement les professeurs s'adapter aux réalités du terrain. Il faut arrêter de les abreuver de circulaires. Jean-Michel Blanquer s'est pris pour Jules Ferry. Mais Jules Ferry, dans ses lettres aux instituteurs, le faisait rarement. Jean-Michel Blanquer a abreuvé les professeurs de circulaires, leur disant tout ce qu'ils devaient faire de manière uniforme. Cette école, c'est l'école de l'uniformité, de la verticalité, de la centralité. Et Valérie Pécresse, qui a un discours de décentralisation, de déconcentration et de régionalisation, souhaite au contraire redonner beaucoup de liberté aux équipes pédagogiques sur le terrain. Puis Valérie Pécresse a des propositions que je n'ai pas entendues dans la bouche d'Emmanuel Macron sur la régionalisation de l'orientation, sur la régionalisation de la voie professionnelle. Après que cela ne plaise pas à certains syndicats d'enseignants, c'est une réalité. Il y a certainement du débat à construire avec eux. Maintenant, vous savez, moi je me rappelle quand, sous la présidence de Jacques Chirac, on avait décentralisé les personnels techniques. Ceux-ci s'étaient mis en grève durablement, considéraient que c'était une atteinte à leur statut de fonctionnaire et au service public d'éducation. Aujourd'hui, vous demanderiez aux agents techniques des collèges et des lycées de revenir fonctionnaires d'État, ils se mettraient à nouveau en grève et ils protesteraient. Donc la décentralisation, c'est toujours rejeté quand on s'attaque au service public de l'État, et quelques années après, on ne trouve plus un fonctionnaire de collectivité départementale ou régionale qui veut redevenir fonctionnaire d'État. Alors si on détaille effectivement quelques propositions de Valérie Pécresse, il y a l'examen d'entrée en 6e, qui est un de ses points forts, notamment puisque effectivement on parle de cette arrivée à la fin de l'école primaire qui est difficile, où les élèves n'auraient pas toujours acquis les savoirs fondamentaux dont vous parlez. Est-ce que ce serait le début justement de ce fameux collège unique dont on parle tous? Est-ce que c'est une autre façon de le repenser et comment? C'est la fin du collège uniforme, ça c'est sûr, et c'est donc la fin du collège unique parce qu'il ne faut pas jouer sur les mots. Alors, la 6e de consolidation... Non, mais quand vous le distinguez, pardon, monsieur le sénateur, mais quand vous le distinguez uniforme et unique, c'est... Il y a du sens. Dites-moi. Il y a du sens. Justement. Valérie Pécresse souhaite que tous les élèves qui sont en âge d'être en collège soient en collège. Il ne s'agit pas de les exclure du collège. Donc un collège accessible à tous, c'est la volonté de Valérie Pécresse, ce qui peut la différencier d'autres candidats comme Éric Zemmour, qui veulent rétablir une sélection qui exclut. Il s'agit d'exclure personne, et il s'agit donc d'un collège accessible à tous. Maintenant, un collège accessible à tous ne veut pas dire une scolarité identique. Cela ne veut pas dire tout le monde dans la même classe. Vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui, dans une classe de cette 4e, vous pouvez avoir des élèves qui lisent couramment et qui sont capables de lecture extrêmement développée, j'allais dire presque de manière peut-être un peu ambitieuse, qui seraient capables de lire la Pléiade, d'une part, et puis des élèves qui annonnent toujours. Comment voulez-vous que les professeurs s'en sortent? Et quand on fait cette remarque simple d'une trop grande
hétérogénéité des élèves dans une classe, dans la même classe. La réponse de l'administration, de la réponse officielle, la doxa officielle, c'est finalement les professeurs n'ont pas encore vraiment pris en compte la diversité des élèves. Il faut qu'ils se forment mieux à la diversité des élèves. Vous savez, si les professeurs ont rejeté les propositions du candidat Macron, c'est que les professeurs ont le sentiment d'être méprisés par ce quinquennat, méprisés par ce ministre et donc méprisés par le président qui l'a nommé. Et moi, je dis aux élèves, aux professeurs, que je comprends qu'aujourd'hui, ils soient dans l'incapacité professionnelle, technique, malgré toute leur bonne volonté, de prendre en charge des classes caractérisées par une trop grande diversité, une trop grande hétérogénéité. Donc l'examen à l'entrée en sixième, c'est on vérifie les acquis de l'école primaire, on arrête de fermer les yeux sur le fait que les acquis ne sont pas là, parce que quand les acquis ne sont pas là, eh bien après ça fait du décrochage. Tout simplement quand on entre en sixième et qu'on multiplie les disciplines enseignées alors que les fondements ne sont pas au rendez-vous en français ou en maths, eh bien on sombre, on décroche, on s'ennuie, et c'est le collège de l'ennui. Donc il faut essayer de remédier à cela. Cette sixième de consolidation, elle a pour objectif la remédiation. Je suis d'ailleurs surpris que des syndicats de gauche ou progressistes rejettent cette idée qui est une idée progressiste. On prend un temps particulier avec les élèves pour les remettre dans le bon circuit, pour remédier aux faiblesses en matière d'acquisition des savoirs fondamentaux de l'école primaire. Est-ce que le collège unique a créé, selon vous, l'inégalité, alors qu'au départ, elle était faite justement pour les élèves en difficulté qui étaient dans ces soucis? Le collège unique est une réforme d'un ministre de droite qui était une réforme de gauche, puissamment contestée à l'époque, d'ailleurs, par les syndicats de gauche et par les partis de gauche. Vous savez, l'histoire est parfois assez surprenante. Un ministre de Valéry Giscard d'Estaing qui fait passer une réforme qui crée le collège unique, malgré des mouvements extrêmement importants, c'est le professeur d'histoire qui vous parle, des mouvements importants d'opposition des partis de gauche et des syndicats de gauche qui, de toute façon, étaient à l'époque systématiquement opposés à tout, puisque ça venait de Valéry Giscard d'Estaing. Cette vérité historique rétablie, aujourd'hui, le collège unique qui s'est associé au fait que le redoublement est impossible et que l'on a considéré qu'il fallait surtout plus faire des groupes de niveau, qu'il ne fallait plus s'intéresser où en sont les élèves pour les répartir différemment, de manière à ce que ceux qui ont les acquis ne s'ennuient pas et que ceux qui n'ont pas les acquis puissent remédier pour les récupérer. Donc ce que propose Valérie Pécresse, c'est très simple, c'est du bon sens. On permet aux élèves qui n'ont pas les acquis de les récupérer par des temps de remédiation, c'est la sixième de consolidation, et on laisse la liberté, vous savez, c'est un magnifique mot, la liberté aux équipes pédagogiques d'organiser les classes de niveau s'ils en ont envie, s'ils le souhaitent ainsi, de permettre aux meilleurs d'aller plus loin et à ceux qui ne peuvent pas, à ce stade de leur scolarité, parce que tout peut se rattraper dans la vie, eh bien d'avoir un enseignement qui leur permette de rattraper leur retard. Vous voyez, sinon, c'est le décrochage. Et le décrochage, eh bien, c'est après tous les problèmes de la société. Je l'ai compris. Comme on a peu de temps, je me permets d'enchaîner pour tous les points en question. Mais j'en ai noté beaucoup, vous voyez toutes mes petites notes. Mais je les ai surtout en tête et je vous écoute, Max Brisson. On parle de la création de 10 000 postes enseignants. Vous l'avez dit, les enseignants en ont marre. Les enseignants sont pour la plupart découragés. On l'a vu en plus avec cette période de pandémie qui était très forte, avec un manque de dialogue inouï. Et je le dis parce qu'on reçoit beaucoup de professeurs ici en plateau et je lis beaucoup évidemment sur les réseaux et sur les différents sites journalistiques que finalement les professeurs, il y a eu un manque de dialogue terrible entre le gouvernement et les différents protocoles sanitaires qui ont été imposés aux chefs d'établissement, ainsi qu'aux professeurs, aux enseignants de classe aussi élémentaire. La profession attire de moins en moins, on le voit. On reçoit beaucoup de profs, je vous le disais. Mais quand on leur demande si ces professeurs-là conseilleraient le métier de prof, eh bien, ils répondent tous à l'unanimité. Peut-être un qui a encore un peu d'espoir, mais franchement, non. Non, c'est épuisant, on ne veut plus. Alors évidemment, créer des postes, bien sûr, mais encore faut-il les pourvoir, ces postes. Comment vous allez faire pour redonner envie, en fait? La question de l'attractivité du métier est une question très importante. Il y a une question de rémunération. Valérie Pécresse propose de rémunérer de manière nettement plus substantielle les jeunes professeurs. On a un décalage en matière de classements internationaux, en particulier pour les jeunes professeurs, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des problèmes un peu plus tard. Enfin, en tout cas, puisqu'on ne pourra pas tout faire, il faut faire des annonces qui sont des annonces responsables. Donc c'est clairement un effort particulier en accélérant les rendez-vous de carrière
pour les jeunes professeurs, pour accélérer leur changement d'échelon et donc la manière dont ils pourront être mieux payés pour être un peu plus dans les standards européens. Mais l'argent ne fait pas tout. Il y a aussi quelque chose qui s'apparente tout simplement au respect. Vous savez, moi je prends une image très simple. Il est nécessaire, même si c'est une image symbolique, un petit peu de rétablir l'estrade. Qu'à l'école, tout ne se vaut pas, la parole de l'élève et la parole du maître ne se vaut pas, parce que l'un a le savoir, il est là pour les transmettre, que le mot transmission n'est pas un gros mot, que la méthode un petit peu directive qui fait que le professeur qui sait le dit à l'élève qui ne sait pas et lui transmet des savoirs, c'est une méthode peut-être de grand-papa, mais qui a fait aussi parfois la preuve. Moi, comme inspecteur général, j'évite très souvent un temps perdu considérable, parce qu'on utilise bien sûr la méthode inductive. Sur un document en histoire, l'élève doit construire lui-même ses savoirs. Je comprends ce que vous me dites, mais comment on les trouve, ces professeurs? Attendez, mais déjà, si le professeur est plus respecté, si les concours sont régionalisés, et s'il est mieux payé, si le professeur est mieux payé, si on ne transige pas sur les notions de respect du professeur, et là-dessus, comme il ne faut pas transiger sur la notion du respect de tous ceux qui représentent l'État, représentent la République, sont détenteurs de l'autorité. Si on met tout simplement l'idée que le professeur, comme le policier, comme le magistrat, sont des détenteurs de l'autorité de la République, que quand ils sont dans la classe, c'est pas des copains, ils représentent l'autorité de l'État. Si on admet cela, c'est pas facile, parce qu'on a dit tout le contraire depuis 50 ans. Si on rompt un peu avec le pédagogisme ambiant qui fait que tout doit être construit par l'élève et qu'on dit qu'on va gagner du temps en permettant au professeur de transmettre son savoir, si on remet une estrade dans la classe, même si cette estrade est symbolique à l'heure du numérique, si on donne des moyens matériels aux professeurs, y compris numériques, si on donne des moyens. Et si on paie davantage les professeurs aussi, au vu de leur engagement, et là je voudrais dire aux professeurs qu'il ne s'agit pas de les faire travailler plus, il s'agit d'identifier ce qu'ils font, et de constater que certains s'engagent beaucoup sur des voyages scolaires, et qu'ils doivent être rémunérés, beaucoup sur du conseil, et qui doivent être rémunérés en fonction de leur engagement. Pas supplémentaire, comme l'a dit M. Macron, un engagement qui est la réalité. Certains sont très engagés, et d'autres, pour des raisons qui leur appartiennent, se contentent de leurs obligations de service. Mais celui qui est très engagé, celui qui se contente d'obligations de service, la différence de salaire est très faible. Si, il y a ici des primes, professeur principal, sur l'orientation, ou des choses comme cela. Eh bien, il faut identifier le travail que font les professeurs et le rémunérer en partant en fonction des réalités actuelles. De réalités, qu'il y a ceux qui s'engagent beaucoup. Et puis vous savez, dans une vie, il y a des moments où on a besoin de gagner d'argent, on s'engagera beaucoup. Il y a des moments où on est en pleine forme, on s'engagera beaucoup. Et puis il y a des moments où on a envie peut-être d'en faire au moins. Donc ça, c'est la vie de tous les jours. Le temps presse, mais vous venez d'en parler à l'instant, justement, de l'image du professeur, de cette image, effectivement, de tous ceux qui représentent l'autorité en France et qui est souvent bafouée. Et évidemment, on le regrette. C'est une autre proposition de Valérie Pécresse, la poursuite systématique de toutes les agressions faites contre les professeurs, punis d'une peine minimale d'1 an d'emprisonnement. Alors ça, c'est à partir de quel âge, monsieur le sénateur? C'est-à-dire qu'en fait, si un enfant, par exemple, agresse un professeur, comment ça se passe? Parce que c'est le cas aujourd'hui. Des agressions verbales, mais aussi des agressions physiques. Les agressions physiques graves auxquelles Valérie Pécresse pense lorsqu'elle fait cette proposition, c'est des agressions soit réalisées par des mineurs, mais qui en sont proches de l'âge de la majorité, et ça pose la question de l'âge de la minorité, qui était par ailleurs dans son programme, où ça vient souvent aussi des parents ou des grands frères. Enfin, c'est pas les enfants de l'école primaire, de l'école maternelle. N'essayons pas de caricaturer ce que vous ne faites pas, les propositions de Valérie Pécresse. Regardons la société telle qu'elle est. Elle est violente, y compris à l'école. On est loin de l'époque où Jean Zay, homme de gauche et grand ministre de l'Instruction publique, de l'Éducation nationale du Front populaire, parlait du fait que les querelles des hommes devaient rester aux portes de l'école. Mais c'est pourtant une belle formule. Alors, nous ne vivons pas dans une société idéalisée, mais la violence de la société est aujourd'hui dans l'école. La parole, le statut du professeur n'est plus respecté, systématiquement remis en cause. Et le professeur dans son enseignement, le professeur dans son conseil sur l'orientation, le professeur dans ses rapports avec les parents est souvent contesté, voire plus, parfois molesté. Il faut, quand il s'agit de violence, considérer que c'est
inacceptable. Et que ça soit très durement réprimé, comme des violences contre des policiers ou des violences contre des magistrats. Je le répète, le professeur représente autre chose que lui-même. Lorsqu'il est dans la fonction professorale, il représente cette mission qu'a l'État d'assurer l'éducation des enfants, d'assurer la transmission des savoirs. Donc, et fabriquer les citoyens de demain. C'est quelque chose, et bien sûr. Et donc c'est quelque chose d'important qu'il faut respecter. Après, il s'agit de donner aux professeurs aussi les moyens de leur autorité sur l'équipement numérique, sur le niveau de leur rémunération, de respecter aussi leur envie de faire dans l'établissement. C'est la liberté dont je parlais. On peut se reposer des questions sur les redoublements. Par exemple, on les a systématiquement éradiqués. Le faire systématiquement, c'était dire que les redoublements n'étaient pas un moyen de remédiation, d'accord. Mais décider que tout redoublement est interdit, c'est certainement tout aussi absurde. Je crois que si on laisse le bon sens et la liberté aux équipes pédagogiques, elles s'adapteront aux réalités qui sont en plus extrêmement différentes d'un territoire à l'autre. Merci mille fois d'avoir été avec nous, monsieur le sénateur Max Brisson. Je rappelle que vous êtes le référent éducation de Valérie Pécresse, qui est candidate donc à l'élection présidentielle. C'était très intéressant de pouvoir discuter avec vous. Je vous remercie mille fois. Merci à vous. Restez avec nous juste après la pub. On sera avec Anthony Lebos à l'occasion de la semaine de la presse. Il est reporter chez nos confrères de BFM TV et il vient de revenir d'Ukraine. Il va tout nous raconter. À tout de suite. De retour sur le plateau du Grand JT de l'Éducation, on est ravis d'accueillir Anthony Lebos avec nous. Merci d'être là, bonjour. Merci de m'avoir invité. Vous êtes journaliste, reporter sur BFM TV. Et à l'occasion de la semaine de la presse, bien sûr, on a souhaité vous recevoir, mais on pourrait vous recevoir évidemment la semaine prochaine et la semaine d'après, tant il est passionnant de discuter justement avec ceux qui parcourent le monde et qui rapportent, qui renseignent, parce qu'on a beaucoup de chance justement de vous avoir. Ces dernières semaines, on a beaucoup évoqué cette guerre en Ukraine et la manière d'en parler à nos enfants. Difficile de savoir comment expliquer aux enfants à la fois l'histoire de manière générale, la guerre, les actualités. Vous revenez d'Ukraine, vous êtes parti couvrir cette guerre. Vous étiez où en Ukraine? Alors j'étais à l'ouest de l'Ukraine, précisément dans la ville de Lviv. Donc c'est la ville la plus à l'ouest de l'Ukraine, près de la Pologne, près de la frontière avec la Pologne. J'étais là-bas pendant 2 semaines. C'est une ville qui est à la fois ville refuge pour tous les réfugiés de l'Est qui sont en exil, et puis aussi ville où tous les combattants veulent partir à l'Est, donc au front. Donc j'étais vraiment là-bas, à l'Ouest, j'étais pas sous les bombes, j'étais plus dans une ville un peu base arrière. Anthony, si je ne me trompe pas, vous avez 24 ans. J'imagine que c'est la première fois que vous partez couvrir une guerre? C'était la première fois dans un pays en guerre. Vous revenez bouleversé, changé. Comment vous envisagez aujourd'hui votre métier de journaliste? Parce que j'imagine que ça construit différemment quand on commence comme ça. D'abord, j'envisage de revenir, parce que c'est l'essence même du métier, c'est d'être témoin de ce qui se passe, de pouvoir le raconter. Donc j'ai déjà dit à ma rédaction que je voulais retourner en Ukraine, probablement la semaine prochaine, peut-être aussi pour aller un peu plus loin que l'Ouest, donc peut-être vers Odessa ou à Kiev. C'était difficile la première fois parce qu'on n'est jamais habitué à absorber autant de détresse, autant d'émotions. Moi, j'avais passé d'abord 4 jours à la frontière avec la Pologne, donc je voyais les premiers quarts de réfugiés, femmes, enfants qui fuyaient le pays, qui abandonnaient aussi leur mari qui restait pour combattre. C'est très dur de contenir autant d'émotions quand on n'est pas préparé, et c'est très dur aussi de faire face à tout l'imprévu. Parce que toute la journée, il y avait des sirènes d'alerte, on ne savait pas d'où pouvait provenir la menace, donc c'était difficile aussi à gérer. Mais comment on se prépare d'ailleurs? Parce que vous êtes à la rédaction, BFM TV à Paris, on vous dit vous partez en Ukraine. Comment ça se passe pour vous? Nous qui sommes journalistes, mais qui restons dans notre petit univers parisien, et on parle d'éducation certes, et c'est important, et il y a des challenges, mais on n'est pas dans les mêmes prédispositions. Mais sur le moment, on n'a pas le temps de se préparer. On se prépare qu'au moment où on y est vraiment. On n'a pas le temps de se préparer dans le sens où tout le monde a été surpris de voir les notifications le jeudi matin à 4h du matin, voir que Vladimir Poutine avait engagé une intervention militaire en Ukraine. Donc d'emblée, après on nous propose de y aller. Franchement, on ne réfléchit pas trop à comment s'organiser. On prend le matériel nécessaire, casque, gilet pare-balles, on essaie de trouver des contacts sur place, on essaie de trouver des fixeurs, on essaie de prendre le maximum d'affaires parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester là-bas. C'est difficile de se préparer à ce genre d'éventualité, même s'il faut savoir quand même que les chaînes info, BFM TV aussi,
organise aussi des stages commando avec l'armée pour se préparer à des terrains de guerre. Là, en l'occurrence, on n'a pas eu le temps. Donc on a tout appris sur le terrain. Et tout appris sur le terrain, vous le disiez, c'est-à-dire que vous étiez à l'ouest de l'Ukraine et donc vous étiez avec beaucoup de migrants, beaucoup de réfugiés en fait qui partaient, qui fuyaient le pays et donc face effectivement à toute la détresse humaine que l'on peut ressentir. Il y a évidemment s'attacher à raconter les faits, à raconter ce qui se passe, et puis aussi à toutes ces femmes et ces enfants, puisque la plupart sont des femmes et des enfants, que vous avez retrouvés et qui ont pleuré dans vos bras et qui se retrouvaient dans une... Oui, et là Virginie, franchement, la casquette de journaliste, on l'enlève en fait, parce que certes, on est là pour ramener de l'information, être témoin de ce qui se passe, pouvoir raconter pour que les gens puissent savoir aussi ce qui se passe et voir tous ces visages, tous ces témoignages. Mais il y a un moment donné où, d'abord, nous, on contient beaucoup d'émotions aussi. On n'est pas que de simples journalistes. Sur le terrain, on est aussi des êtres humains qui... ont de l'empathie tout simplement. Donc quand on voit des réfugiés, des femmes, enfants qui sont là complètement démunis, qui partent sans bagages, juste avec une bouteille d'eau et de quoi se nourrir pour 2-3 jours, pas plus, et qui n'ont pas de logement pour plus tard, parfois on craque, parfois on essaye de les réconforter le mieux qu'on peut, mais franchement c'est très difficile. Sur le moment, c'est très difficile à gérer. Très difficile à gérer. Concrètement, pour les gens qui nous regardent, qui ne savent pas forcément exactement comment ça fonctionne, c'est quoi votre métier lorsque vous êtes sur place? Comment est-ce que vous préparez un sujet? Pour la guerre en Ukraine, par exemple, lorsque vous êtes en déplacement comme ça dans un pays en guerre. Alors, dans un pays en guerre, il faut savoir qu'on y va surtout avec un fixeur. Un fixeur, c'est quoi? C'est une personne qui parle la langue locale, donc en l'occurrence ukrainien, et qui parle aussi français ou anglais, qui a des contacts sur place, donc qui peut aussi nous aiguiller sur différents sujets. Donc, on fait un point d'abord avec cette personne-là. On essaye de voir à peu près les angles qu'on peut faire. Et puis ensuite, on se rend sur place. Sur un terrain de guerre, c'est parfois difficile de caler des reportages. Donc on y va, on essaie de convaincre aussi les gens sur place. Par exemple, on avait tourné un reportage dans un hangar qui a été transformé en cours pour civils de maniement d'armes. C'est un lieu qui est tenu secret. Ce genre de choses, on ne peut pas les caler. Donc on y va là-bas, on essaie de les convaincre avec notre carte de presse en leur disant qu'on a envie aussi de comprendre pourquoi ces civils qui n'ont jamais touché une arme de leur vie s'arment depuis le début de la guerre. Donc, avec interprète ou parler en anglais? Avec interprète. Toujours avec interprète, c'est mieux parce qu'en plus, on avait la chance que cette interprète-là soit guide dans la ville. Donc elle connaissait les gens, elle était aussi connue des gens. Donc c'était plus facile aussi d'établir un lien de confiance. Et je précise d'ailleurs que c'est très important sur un terrain de guerre d'essayer d'établir vite un lien de confiance avec les personnes qu'on interviewe. Parce qu'il y a de la méfiance partout. Et parfois, on pensait que nous, on était des saboteurs russes. Donc il fallait aussi pouvoir justifier. Et puis en plus, c'est ce que la Russie fait croire aussi au monde entier. Bien sûr. C'est qu'effectivement, il y a une véritable... guerre de l'information. Je ne le sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est rapporté en tout cas, c'est qu'il y a une guerre de l'information. Bien sûr. Et que la cybersécurité ou le est de mise partout. Et donc, les interprètes, vous en parliez effectivement, interprètes, fixeurs, sur place, très important pour pouvoir à la fois vous protéger et pour pouvoir apporter les faits. Très précieux parce que aussi, c'est eux qui connaissent la zone. Donc, ils savent aussi nous dire stop, là, il faut mettre une limite, on ne peut pas aller plus loin. Aussi pour se protéger parce qu'on n'est jamais préparé à toutes les éventualités qui peuvent se passer, bien sûr. Je disais, vous avez 24 ans, tout jeune journaliste. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie de devenir journaliste ? En fait, c'est très bête, mais j'aime les gens. Et j'avais envie de pouvoir raconter un peu les histoires des gens. Et sachant qu'il y a des histoires un peu à chaque coin de rue, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Moi, j'ai voulu faire ce métier à l'origine en regardant, c'est un peu original, hein, en regardant Lois et Clark, les aventures de Superman. Oui. Voilà, j'avais 8-9 ans, ça passait je crois sur Énergie 12 et j'étais fan de cette série-là et Superman, il voyageait partout, il racontait plein d'histoires, donc je voulais un peu être comme lui. Bon, je suis pas Superman, mais... Vous vouliez sauver le monde et vous voulez sauver le monde en fait en racontant ce qui se passe. Peut-être pas sauver le monde, mais voilà. Non, mais c'est une façon de le sauver aussi, une façon de dire en fait ce qui se passe ailleurs et de pouvoir dire ou dénoncer, en tout cas raconter. C'est ça, raconter. Donc voilà, je voulais vivre plein d'aventures et ce métier m'en offre la magnifique illustration. Et ce n'est que le début. Je pense. C'est la semaine de la presse à l'école. Ouais. Et donc, est-ce que vous intervenez dans les écoles ou est-ce que vous discutez, en tout cas, avec les jeunes qui vous entourent, de ce métier de journaliste? Je discute aussi avec même mes amis qui ont mon âge, qui dévient parfois des médias traditionnels, donc télé, radio, presse écrite, et qui parfois ne regardent même plus la télé parce que selon eux, c'est trop anxiogène. Et parfois, je peux les comprendre parce que l'information, celle en tout cas qui est délivrée, c'est l'information qui est parfois triste. On partage très peu de bonnes nouvelles.
dans les médias d'information, dans les JT, etc. C'est pour ça qu'aussi il y a une bonne frange de la population, notamment les jeunes, qui s'en dévient et qui vont aussi vers les réseaux sociaux, vers Brut, Combini, des choses comme ça. Je discute parfois. C'est peut-être une notion de traitement de l'information qui est un petit peu différente plutôt qu'une notion de bonnes nouvelles, parce que dans Brut, on peut aussi très bien décrypter la guerre en Ukraine ou ailleurs. Et c'est une façon de la raconter qui est un peu différente. C'est justement là, ce point précis où je veux en venir, c'est justement le décryptage média. Est-ce que vous essayez de discuter justement avec des jeunes collégiens ou lycéens de la manière dont on doit décrypter l'information, on doit la comprendre, savoir où est-ce qu'on va, sur quelle chaîne, ce que cela veut dire, ce que cela implique? Quand on est en déplacement et que parfois on rencontre des placements politiques par exemple, où les politiques rencontrent beaucoup de collégiens, de lycéens, on passe beaucoup de temps à discuter avec eux et eux nous disent mais clairement moi je regarde absolument pas la télévision ni que j'écoute la radio parce que c'est encore une fois une question de traitement d'information, c'est quelque chose qui ne les touche pas. La télévision, la radio, ça ne les touche pas. Donc eux, ils sont sur leur smartphone, ils ont cette habitude-là aussi. Donc il y a toute la question des nouveaux formats aussi qui se créent. Donc nous aussi, on essaye à BFM TV et même toutes les chaînes d'infos de créer de nouveaux formats qui seraient plus susceptibles de leur plaire aussi. Des choses comme ça. Ouais. Et leur réaction, quand vous leur parlez de la guerre en Ukraine, justement, de ce que vous avez vécu, quelles sont les premières questions qu'ils vous posent? Pourquoi Vladimir Poutine est fou? Vous n'avez pas de réponse, évidemment. Pas de réponse. C'est le principe de la folie. Voilà. Est-ce qu'on a eu peur sur le terrain? Alors ça aussi, c'est des questions bien sûr légitimes. Diverses questions. Enfin, je discutais avec mes cousins, cousines l'autre jour qui sont au collège et au lycée. Et c'est vrai que ce qui ressort, c'est l'incompréhension qu'une guerre puisse se produire, alors que dans le discours, on nous avait tous dit que la Seconde Guerre mondiale, c'était à peu près le dernier conflit qu'on pouvait connaître, nous, en tant qu'occidentaux, avec l'OTAN, l'Union européenne, qui était censée nous protéger. C'était aussi la surprise. Il nous parle beaucoup de ça, de la surprise qu'un conflit a pu éclater en Europe après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qui ressort, je trouve. Et oui, et puis parce qu'on le voit, en fait, effectivement, autant les enfants que les adultes ne s'attendaient jamais à imaginer ni une pandémie mondiale, ni une pandémie. Donc en l'espace de 2 ans, c'est quand même très lourd. Ça fait beaucoup. Ni effectivement une guerre qui éclate, probablement, on a quand même parlé, les mots sont venus, 3e guerre mondiale possible. Et c'est ce qu'ont aussi entendu, puisqu'on est sur School TV, c'est ce qu'ont aussi entendu les collégiens, les lycéens, enfin tous les élèves à l'école. Et il y a cette crainte. Et comment justement vous voyez le métier journaliste plus tard, puisqu'il y a une défiance déjà qu'on voit à l'égard des professeurs, alors qu'ils sont là pour transmettre. Il y a une défiance par rapport à la manière d'enseigner, aussi par rapport au fond. Lorsqu'on est professeur d'histoire, il n'est pas toujours facile d'enseigner justement des périodes de l'histoire, notamment de France. Et quand on est journaliste, eh bien vous le dites, voilà, le décryptage n'est pas simple. Comment vous voyez votre métier plus tard ? Je ne suis pas défaitiste, je partage, j'ai le même métier, mais j'aimerais avoir votre avis. Mais c'est vrai que parfois on peut être défaitiste, parce que sur le terrain on croise beaucoup de gens qui nous critiquent, parfois même qui nous menacent, qui nous agressent, ça m'est arrivé. Moi je pense que la seule solution c'est un journalisme de proximité, c'est d'être vraiment au plus proche de la situation des gens, c'est-à-dire d'être de plus en plus sur le terrain, d'éviter de faire des chaînes de télévision où on n'envoie pas des gens sur le terrain. Il faut pouvoir aller recueillir la parole, même, parce que souvent on nous dit mais vous êtes trop parisien. Moi je me rappelle très bien quand j'étais en école de journalisme à Paris, on me disait mais cette école-là, c'est qu'une école de journalisme où on reste à Paris, on ne va pas plus loin que le périphérique. Mais même au-delà du périphérique, il faut aller en région, allez voir les petits. Vous nous donnerez l'adresse de l'école en question, qu'on la jette. Je vous la dirai hors place. Ne dites pas que c'est celle que j'ai faite. Mais c'est les critiques que moi je reçois encore en tant que journaliste ici. Donc vraiment la clé, c'est le journalisme de proximité. Un exemple, le 13h de TF1, il n'y a pas de défiance sur ça parce que les journalistes vont au plus près des questionnements et des préoccupations des Français, sur les marchés, dans les rues, même sur des métiers de niche. Est-ce que finalement aussi le fait d'avoir aujourd'hui accès, on parlait justement des enfants à l'école, le fait d'avoir accès à l'information au creux de la main, finalement sur un smartphone, c'est très rapide. Est-ce que le fait d'avoir accès à cette information aussi rapidement n'a pas créé justement une méconnaissance du métier de journaliste pour les jeunes qui, vous êtes une pièce maîtresse finalement du cheminement de l'information? C'est très juste parce que maintenant tout le monde peut se revendiquer journaliste avec un smartphone, filmer quelque chose. Juste hier, je parlais avec quelqu'un qui me montrait un influenceur qui était parti en Ukraine et qui se faisait passer pour un journaliste parce qu'il recueillait le témoignage de personnes qui étaient à Kharkiv ou à Kiev. Il se faisait passer pour un journaliste tout simplement parce que selon lui, il était en train de recueillir un témoignage. Mais recueillir un témoignage, au-delà de ça, on peut pas se définir journaliste juste
avec un smartphone en train de filmer un témoignage. C'est beaucoup de choses. C'est avoir aussi... défendre, le pluralisme, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr parler du côté ukrainien, côté russe aussi. Il y a une déontologie. Il y a une déontologie à respecter. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se définissent journalistes juste avec un téléphone portable ou un smartphone, mais c'est bien plus profond que ça. Il y a une déontologie à respecter, il y a des règles aussi, il y a des règles d'éthique, et puis il y a une méthode de travail aussi. Et puis un angle, mais ça c'est encore plus pratique, mais ça change quand même tout dans la manière de raconter les choses. Merci mille fois Anthony Lebos d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste reporter sur BFM TV, donc vous allez le revoir et encore et encore. Merci d'être là pour raconter les faits et voilà, nous rapporter ce qui se passe ailleurs. Et bien tout de suite, c'est l'heure de votre chronique, cher Michael. Absolument. Allez. Michael, on a beaucoup parlé des enfants qui avaient fui l'Ukraine et qui sont accueillis dans les écoles de France notamment. Là, Michael, vous êtes intéressé aux écoles françaises mais qui sont en Ukraine. Oui, car évidemment, tous les enfants n'ont pas pu quitter le pays. Beaucoup d'ailleurs de ceux qui sont restés vivent ou se sont réfugiés dans des zones moins exposées aux attaques de l'armée russe. Mais dans cette situation, peuvent-ils tout de même continuer à suivre une scolarité normale? Bien sûr que non, puisque toutes les écoles du pays sont fermées. C'était d'ailleurs les vacances lorsque la guerre a éclaté. Mais il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation ukrainien a demandé à ce que toutes les écoles reprennent en distanciel. Et c'est en théorie le cas depuis le 14 mars. À Odessa, notamment, ville portuaire du sud de l'Ukraine, l'école française du groupe privé Odyssée, comme l'a expliqué Jonathan Deré, qui est cofondateur et vice-président d'Odyssée, au micro de France Info. On va l'écouter, son témoignage. Tous les personnels sont en sécurité. Nos personnels français et internationaux sont tous en dehors du territoire ukrainien. Nous avons travaillé très étroitement avec chacun d'entre eux pour organiser leur rapatriement. Nous sommes en train de travailler sur la reprise des enseignements en distanciel, évidemment. Nous avons encore beaucoup de personnels ukrainiens qui sont sur place, mais nous sommes en contact avec eux et aujourd'hui tout le monde est en sécurité puisqu'aujourd'hui l'établissement n'est pas en mesure de rouvrir physiquement. Alors Virginie, la situation est la même dans les deux autres établissements scolaires français du pays, dont le lycée Anne de Kiev, seule école française conventionnée avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Anna Mudra est professeure de français en Ukraine et c'est depuis Paris où elle est partie se réfugier qu'elle continue d'assurer les cours pour ses élèves. Rester en contact avec eux lui tenait particulièrement à cœur. Moi, je pense que c'est plutôt être en contact avec des élèves, de leur montrer que ouais, tout ça va, vous restez nos élèves, nous occupent pour que les enfants peuvent ne pas penser à cette vilaine guerre qui se passe chez eux. Et alors justement, pour dispenser ces cours à distance, est-ce que ces enseignants ont de l'aide ? Alors pas énormément, soyons honnêtes. Chaque enseignant s'organise comme il peut, si on en a les moyens et la possibilité. Mais depuis quelques jours, les pays de l'Union européenne s'organisent pour soutenir le système éducatif ukrainien. Jean-Michel Blanquer a d'ailleurs présidé une réunion à ce sujet la semaine dernière avec l'ensemble des ministres européens de l'éducation. C'était dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et c'est pour ça que cette réunion a été organisée. À noter aussi que depuis quelques jours, le réseau public Canopé met à disposition des enseignants qui enseignent le français en Ukraine des vidéos en libre accès sur son site internet. Pour rappel, Canopé, c'est l'opérateur du ministre de l'Éducation nationale qui dispense des formations à distance pour les enseignants. Écoutez sa directrice, Marie-Caroline Missire, elle était interrogée sur France Info. Nous avons été sollicités pour mettre à disposition des enseignants et des élèves de ce pays nos fondamentaux, qui sont des films pédagogiques. On libère évidemment les droits, vraiment des petits films, des petits dessins animés qui illustrent des notions en grammaire, en mathématiques, et qui permettent justement d'accompagner la classe à distance ou d'être regardés à la maison. Et alors, côté russe, les écoles françaises sont fermées également ? Oui, le gouvernement français a en effet ordonné au personnel éducatif des écoles françaises installées en Russie de regagner la France. À Moscou, les 1200 élèves du lycée Alexandre Dumas sont donc contraints de suivre leurs cours à distance. Plus de 200 parents d'élèves ont d'ailleurs interpellé les autorités françaises dans un courrier adressé à Jean-Yves Le Drian, Brigitte Macron et la députée des Français de l'étranger Anne Genetet. Ils jugent que le rappel de tous les enseignants met en péril l'existence de leur école et les
l'éducation de leurs enfants. Nous comprenons que la situation politique est particulièrement critique, cependant, étant donné qu'il n'y a pas de danger de sécurité pour les personnes résidant à Moscou, nous vous prions de revenir sur votre décision d'interrompre le processus d'enseignement. Alors, le ministre des Affaires étrangères a répondu qu'un report de la rentrée de 15 jours avait été décidé, mais qu'une réévaluation de la situation est prévue début avril. Alors, bien sûr, la guerre est la seule responsable de ces fermetures, mais les raisons du rapatriement des enseignants, vous l'avez compris, ne sont pas exactement les mêmes d'un côté ou de l'autre. En Ukraine, l'objectif est de mettre à l'abri les enseignants. En Russie, en revanche, la décision est plus politique et marque le soutien de la France envers le peuple ukrainien. Quoi qu'il en soit, et dans les deux cas, c'est malheureusement l'éducation des enfants qui trinque. Et oui, c'est toujours les enfants qui trinquent, effectivement. Merci beaucoup, Mickaël. Cette semaine, c'est le chanteur Olympe qui a dévoilé ses souvenirs d'écolier à Malika Ménard. Regardez. Si je vous demande un souvenir d'écolier, une anecdote. Une anecdote joyeuse ou pas joyeuse? Les deux. Joyeuse, je sais pas, c'est dur, une anecdote joyeuse. Je dirais, quand j'étais au lycée et que j'ai eu mon bac avec mention, c'était une belle surprise. Pourquoi? Si vous aviez été bon élève toute la scolarité. Ouais, mais alors, je vais raconter une anecdote vraiment c'était horrible. En fait, c'était la première année où on passait le bac dans notre propre établissement. Du coup, j'étais avec ma classe. Et il y a une fille de ma classe que je connaissais assez bien qui me dit, avant une épreuve de littérature, « Oh, la chance, t'as des feuilles de brouillon rose. Moi, j'ai des bleus, viens en échange. » Donc, elle me donne une rose. Enfin, je donne une rose, elle me donne une bleue. Et l'épreuve commence, on fait notre truc. Et il y a la surveillante qui passe, qui dit, « Vous avez triché, vous avez... deux feuilles de couleurs différentes, en fait, tu sais, ils alternaient pour pas qu'on, enfin voilà, pour qu'on voit si les gens trichent ou pas. Et en fait, elle a commencé à dire, vous avez triché, vous n'allez pas avoir votre bac, pendant 5 ans, vous ne pourrez pas le passer. Et moi, je stressais parce que je savais que j'avais pas triché. Et comment elle pouvait démontrer que vous aviez triché? Ça va, parce que comme on avait des écritures différentes, ça se voyait qu'on n'avait pas échangé les brouillons en cours d'épreuve. Mais jusqu'au jour des résultats, je pensais que j'avais pas mon bac. Et du coup, j'ai foiré les deux... Ah oui, ça a déstabilisé pour le reste pour le reste des épreuves, quoi. En philo, j'avais, je sais pas, 13, 14 en philo. Et là, j'ai eu 3 coefficients 7 ou 8. Et je me disais, mon Dieu, j'aurais jamais mon bac. Alors, l'avoir avec mention, c'était un exploit. Et un souvenir négatif? Négatif, c'était au collège. Je sais que j'étais un peu le souffre-douleur. En fait, j'avais un visage assez féminin, une voix très aiguë. Donc, du coup, on me disait, t'es un garçon ou une fille? Et du coup, c'était relou. Et je me rappelle qu'il y a des 3e à l'époque qui s'amusaient à faire des lance-pierres avec des punaises et qui me les mettaient dans les mollets et tout. Enfin, dans la cour de récré, c'était un enfer. Ah oui, là, c'est carrément... c'est de la violence. Ouais, c'est de la violence, ouais, c'est clair. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ça ne pouvait pas continuer sur les réseaux sociaux après, comme aujourd'hui, ça se passe dans les établissements et à la maison. Mais ouais, c'était assez difficile. C'était des gens débiles, quoi. Enfin, voilà. Donc le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, ouais, surtout au collège. Parce qu'au lycée, ça a été la révélation. Je ne sais pas si les gens, une fois qu'ils passent au lycée, un peu plus de deviennent plus matures. Voilà. Mais c'est vrai que le collège, moi, c'était un enfer. En plus, j'ai redoublé ma 3e. Je pense que le harcèlement scolaire, ça ne m'a vraiment pas aidé. Et du coup, j'avais des bonnes notes, mais par exemple, en maths et tout, j'étais nul en maths. Moi, je voulais faire un bac littéraire de toute façon. Du coup, j'avais mon brevet, mais ils m'ont fait redoubler ma 3e. Franchement, ça a été un enfer, la 3e et le collège. Voilà, mauvaise période. Est-ce que les professeurs intervenaient? Pas trop, parce que je pense qu'à l'époque, on n'en parlait pas vraiment. Moi, j'en parlais, je pense, aux surveillants dans la cour d'école en disant, voilà, mais bon, après, on passe un peu pour le faillot, c'est un cafeteur et tout. Et non, j'en parlais pas trop, j'en parlais aux surveillants, en disant, ils m'ont jeté des punaises, donc, c'était, on leur faisait une petite remontrance, mais il se passait rien d'autre, quoi, à l'époque. Il y a votre grand-père? Non, j'en parlais pas. Non, moi, je voulais pas faire d'histoire, vraiment, je voulais me fondre dans la masse, avoir des bonnes notes, qu'on me reproche rien, et puis, du coup, non, j'en parlais pas, j'avais peur que... Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui aux enfants qui souffrent
à l'école? Parlez-en. Enfin, c'est hyper important d'en parler. Faut se confier. Faut faire en sorte qu'il y ait des mesures qui soient prises. Surtout qu'aujourd'hui, ça continue à la maison avec les réseaux sociaux. On voit qu'il y a plein de jeunes qui mettent fin à leur vie, qui se suicident. C'est vraiment... Enfin, voilà, le harcèlement, ça ne devrait pas être banalisé. Faut en parler. Faut pas avoir honte de dire on me fait la misère, quoi. C'est pas aux victimes d'avoir honte, quoi. C'est aux bourreaux et faut en parler. Et comment vous en êtes sorti? On va dire que moi, vraiment, ça a été le lycée qui a été libérateur. Je me suis assumé. J'ai pas eu peur d'être moi-même et de dire si ça vous plaît pas, tant pis. Après, c'est vrai que c'est pas évident et je dis pas que c'est facile tous les jours. Et puis on a tous des capacités différentes face au harcèlement. Mais voilà, je pense qu'il faut se dire qu'on peut s'en sortir. Vous avez pris sur vous, en fait. Ouais, j'ai pris sur moi. Attendu que ça passe. C'est ça. Changement d'établissement. Et voilà. C'est ça. Mais après, c'est difficile. Et moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand les gens disent oui, mais ça t'a endurci. J'ai envie de dire, faut pas banaliser le harcèlement en mode t'en as bavé, mais ça t'a endurci. Non, ça devrait pas exister. Faut pas banaliser ça, quoi. Il y a d'autres façons de s'endurcir dans la vie que de se faire harceler. Il n'y a pas forcément besoin de s'endurcir, en fait. Et puis on n'a pas forcément besoin de s'endurcir. On est peut-être bien comme on est, et c'est clair. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Olympe dans Souvenir d'écolier. Et tout de suite, on retrouve le ZAP. Le fake self que vous dénoncez, c'est aussi un néologisme que vous employez, que vous définissez de façon très simple, parce qu'il y a le true self en matière de psychologie, le false self. Le fake self, c'est quoi du coup? C'est une personnalité à part entière, et puis on va revenir sur ces notions justement. Alors, c'est très simple en fait. À l'intérieur de nous, on a un vrai self, c'est-à-dire une authenticité qui nous fait interagir avec nos proches. On peut dire qu'on est triste, heureux, on peut parler en toute authenticité avec nos parents, avec nos amis, avec nos conjoints. Donc, on a ce vrai self et on a un faux self qu'on utilise en société. Par exemple, là, nous sommes sur un plateau de télévision. Si je me suis fait quitter la veille, je ne vais pas me mettre à pleurer sur le plateau. Je vais faire semblant que tout va bien. Et donc, on a besoin de ce faux self pour interagir en société. Le fake self, c'est quoi? C'est notre stratégie d'adaptation aux écrans. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir une adaptation au virtuel, aux écrans, à toutes les interactions qu'on a sur nos smartphones. Eh bien, c'est par le biais du fake self. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que autant vous pouvez basculer du vrai self au faux self. Voilà, si vous êtes mon amie Marjorie, dans les coulisses, je vais vous dire « Ouais, ça va pas, hier, je me suis fait quitter, tout ça ». Autant sur la toile, je ne peux pas basculer du vrai self au fake self. Parce que sur la toile, il n'y a pas de place pour le vrai self. Il n'y a pas de place pour l'authenticité. En fait, nous devons tous être beaux, heureux, super. Et c'est pour ça qu'il y a des filtres. Et c'est pour ça que notre communication est éminemment positive sur les réseaux. Mais pas seulement sur les réseaux. Dans toutes les communications, tout ce qu'on peut lire, c'est il faut être positif, il faut être beau, il faut être jeune, il faut être... voilà. Comment avez-vous fait détecter votre petit garçon? Est-ce que vous avez vu des signaux faibles, comme on peut le dire, des signaux avant-coureurs? Oui, il y a des choses qui sont curieuses. Un enfant qui catégorise par couleur à 18 mois, qui commence à être lecteur à 2 ans et demi. C'est-à-dire catégorise par couleur à 18 mois, ça se matérialise comment? Il était capable de prendre des genres de jeux de boulier chinois et de les classer par couleur déjà à 18 mois. Il avait une très grande curiosité. Il était très bavard, beaucoup de choses. La parole est venue très rapidement aussi. Ah oui, c'est un enfant Avec quoi, un langage soutenu ou pas forcément? Alors pas nécessairement, mais c'est un enfant qui a parlé tôt. D'accord. Dès 6 mois, il était capable de balbutier déjà papa, maman, des choses comme ça. Et c'est un enfant qui était très très à l'aise. Et j'ai un petit peu, pas subi, mais découvert le saut de classe 3-4 jours après, où l'enseignante m'a dit il est passé dans la classe supérieure parce qu'il n'a rien à faire dans cette classe-ci. Et pour vous, Hélène, vous en avez 2, vous? Oui, en fait, c'est par l'aîné, bien sûr, que j'ai découvert ce monde fabuleux du haut potentiel, parce que c'est vraiment un monde qui est passionnant. Contrairement à vos enfants, moi, le mien a parlé plutôt tard, mais il a parlé tout de suite très bien. C'est-à-dire que le chien, le chat, c'était pas même une baleine, c'était pas un poisson. D'accord. À 18 mois, lui, par contre, il savait déjà différencier. Même au niveau de la prononciation, des mots, tout. C'est ça. C'est ça. C'est bluffant. Et lui, ce qui était assez étonnant, c'est qu'à 18 mois, il reconnaissait toutes les lettres. Parce que quand il mangeait, en fait, il voulait tout le temps regarder des magazines. Alors, je ne vais pas faire la publicité de cette marque-là, mais d'une vieille voiture. VW Magazine. Voilà, donc c'est les coccinelles, etc., parce qu'on est fan de ces voitures-là. Et donc, il regardait ces magazines-là. Et il pointait les lettres. Et donc, nous, on s'amusait, on lui faisait répéter. Et c'est comme ça qu'il les a apprises. À 18 mois, il les connaissait. Il reconnaissait les marques de voitures aussi.
D'accord. Voilà, mais tout petit. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc quand même qui ne va pas. Et donc, quand il est arrivé en maternelle, c'est un enfant donc, voilà, qui arrivait même à lire les choses à l'endroit, à l'envers, mais il n'arrivait pas à sauter sur un pied. Parce qu'il a un trouble des apprentissages associés. D'accord. Tous ces enfants, ce n'est pas des modèles au collège, y compris d'ailleurs sur le comportement, le savoir-être. Au club, des images, j'exagère un petit peu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se produit ? C'est vrai que le collège, c'est un peu une obligation pour eux. Ils ne sont pas forcément très fans de ce rythme de rester assis toute la journée. Eux, c'est vraiment le foot, leur passion. Ils vivent foot, ils respirent foot toute la journée. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on voit que chez eux, ils viennent chercher dans le club de foot les gratifications qu'ils n'ont pas forcément à l'école. Pour un bon élève ou un élève des beaux quartiers, c'est à l'école qu'on reçoit les félicitations du professeur, les bonnes notes, tout ce qui nous encourage. Et donc ça suffit quelque part, on a une forme de reconnaissance de la part des adultes. Ouais. Et en fait, eux, ils vont transférer ce besoin de reconnaissance dans le football. Et c'est vraiment là où l'entraîneur va les valoriser, où on a même les adultes du quartier qui vont les voir jouer le week-end. Mais ça les transforme. Vous citez Amadi, par exemple. Il y a plein d'enfants qu'on trouve turbulents et frondeurs. Renvoyé de tous les lycées du 10e arrondissement. Et au club ? C'est le capitaine exemplaire de l'équipe B. L'exemple. Exactement. Ça devient un modèle pour les autres et un travailleur hors pair. Parce qu'on le disait justement au tout début de cette interview, Sabrina, il y a cette double temporalité de nos moi différents, de notre vrai moi, de notre faux moi, et puis de notre fake moi, celui qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Le temps virtuel, il va beaucoup plus vite que le temps du réel. C'est dû à quoi ? C'est dû à l'outil avant tout, à sa viralité, à sa force de propagation ? Oui, c'est dû à l'outil alors c'est dû à l'outil, c'est dû aux connexions qui sont de plus en plus rapides. Les outils sont de plus en plus rapides. Regardez aujourd'hui comme vous êtes énervé quand vous n'arrivez pas à ouvrir un mail. C'est quand même fou. C'est-à-dire que ça vous prend... Ça me ressemble à ça, je vous confirme. Ça prend 3 secondes de plus... Et vous êtes dans un état d'énervement parce qu'il vous le faut tout de suite. Comprenez bien qu'en fait, si vous êtes constamment sur votre écran et qu'il vous le faut tout de suite, comme le produit, il vous le faut tout de suite, l'image, il vous la faut tout de suite, comment êtes-vous une fois que vous revenez dans notre temporalité de la réalité et que vous faites la queue dans un magasin ? Vous êtes super énervé, vous n'avez plus envie de faire la queue. Qu'est-ce que vous faites ? On veut swiper les gens devant, mais ça ne marche pas. Ah non, c'est bizarre. Vous ne pouvez pas swiper. Donc vous allez commencer à commander sur Internet. Donc vous pouvez aussi rester complètement enfermé parce que ça va vite, vous avez ce que vous voulez. Et du coup, le temps extérieur est long et lent. Mais ce temps long et lent dont on parlait, se promener dans la nature, ça prend du temps. Mais ce n'est pas seulement ce qu'on y voit. C'est les pensées que l'on a. C'est le temps que l'on s'accorde pour penser. Voilà, c'est ça qui compte. Il nous faut de l'espace mental. Nous ne pouvons pas vivre sans espace mental, au risque de devenir fou. Comment ça se passe pour le test et comment on peut le démystifier, si je puis dire ? Alors, le test, de toute façon, c'est pas que pour identifier les personnes qui ont un haut potentiel. Oui. Il est utilisé dans plein de cas, notamment quand il y a des troubles des apprentissages. Il faut bien vérifier que le QI soit normal. Bon, il rentre dans ce protocole-là, mais ça peut être aussi chez des adultes quand il commence à y avoir des troubles particuliers. Donc, c'est un test qu'on utilise couramment et pas uniquement pour le haut potentiel. Et ce sont des petits jeux. Des petits jeux qui durent, alors certains durent de 2 minutes jusqu'à à peu près 5 minutes. Et en gros, moi, je prévois 2h30, 3h pour faire un test. C'était ma question. Il faut prévoir la demi-journée pour faire le test. Quoi. Oui, alors ça peut être assez court, surtout, quoique. Chez les hauts potentiels, ça peut aller assez vite parce qu'ils répondent assez vite. Sauf quand vous avez une personne qui a envie de répondre mordicus à quelque chose et dans une épreuve qui n'est pas chronométrée. Il y en a un, j'ai passé 3h30. Voilà. Mais globalement, en général, voilà, c'est 2h30, 3h. En tout cas, votre conclusion est un peu mitigée. Vous dites que le football, que j'avais jusqu'ici considéré comme le plus formidable ciment de la cohésion sociale, ne peut pas tout. Bien sûr. C'est le symptôme d'autres... Oui, bien sûr. Il y a d'autres enjeux, malheureusement, dans la société de façon générale et que... On ne peut pas les régler uniquement par le football. Un livre qui donne l'apparence d'être un livre sur le foot, mais qui est un livre sur la jeunesse, sur l'adolescence, sur la Seine-Saint-Denis, sur le foot aussi, sur la société, sur l'éducation, de pied sur terre. Ouais, ça se voit que j'ai aimé. J'ai l'impression. Ça se remarque, hein ? Ok, super. Un HPI, ça demande juste plus d'accompagnement ou forcément un accompagnement plus individualisé ? Tendance à dire de l'accompagnement
globalement. Oui, une différenciation pédagogique, comme on pourrait le faire. En fait, il n'y a pas de pédagogie spécifique au haut potentiel. Il suffit de connaître les caractéristiques. Voilà, c'est un enfant curieux en général. Donc, aller le questionner sur ses centres d'intérêt pour pouvoir après jouer à la carotte. C'est-à-dire que quand tu as fini ton travail, tu pourras aller faire ce que tu veux. C'est ce qui se passe dans ma classe, d'ailleurs. Ils sont motivés de finir le travail qu'on leur a demandé, justement pour pouvoir aller faire le reste. Et du coup, ça se passe bien. Ce sont des enfants qui sont heureux de venir, qui se sentent bien à l'école. Et c'est ça qui est gagné, en fait. À la base, il n'y a pas forcément des sauts de classe nécessairement dès que les enfants étaient à haut potentiel. Je connais des enfants à haut potentiel qui ont fait une scolarité tout à fait normale, qui ont aujourd'hui, qui vont entrer au lycée, pour qui ça se passe très très bien. Y compris socialement. Y compris socialement. C'est toujours plus difficile parce qu'ils ont des centres d'intérêt souvent qui sont différents des autres. Il y a un décalage, j'imagine. Il y a un décalage avec des enfants de leur âge. Ça restera des enfants qui penseront d'une autre façon. C'est le principe justement du haut potentiel, c'est de penser différemment et d'avoir une autre façon d'aborder les choses. Et c'est vrai que souvent ces enfants-là se retrouvent entre eux. Oui. Très souvent, ils se reconnaissent. Il y a un truc qui fait que... Dans les cours de récréation, il paraît que quand il y a un enfant qui a été déjà identifié comme ayant un haut potentiel et qu'il y a plein d'autres enfants avec qui ça se passe super bien, on peut se dire, bon, ceux-là le sont aussi. Je dirais que c'est pas important. Moi, je connais des adultes, par exemple, qui se savent au potentiel sans avoir passé un test de QI. C'est pas une problématique en soi. C'est la fin de ce grand JT, Michael. Merci beaucoup. Merci Virginie, à demain. Oui, à demain. On se retrouve schooltv.com pour ceux qui veulent revoir ou canal 247 sur les Freebox évidemment, 20h30, 22h30 et en rediffusion demain aussi. Merci à toute l'équipe de School TV. Ciao.